Salut les amis, c'est vrai que j'ai fait un peu durer le suspense en laissant cette notion d'exposition géométrique à la fin de cette première saison. C'est une manière de vous laisser le temps de vous interroger, mais aussi parce qu'il y a une suite dans les idées que nous devons absolument respecter. Cette notion d'exposition géométrique n'est pas évidente pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout comportement, quel qu'il soit, pris séparément, de manière individuelle ou de manière excessive, peut comporter une certaine exposition. Et ça, vous le savez déjà. Quand on exerce une pression de droite à gauche, ça, c'est une exposition. Quand on appuie de gauche à droite, c'est une exposition. Mais quand on exerce un appui symétrique de droite à gauche et de gauche à droite, l'exposition peut être amoindrie. La même chose si on exerce une pression localisée sur une surface quelconque, c'est une exposition. Ici, on étale cette pression sur toute la surface, l'exposition peut devenir moindre. Rien de sorcier, c'est de la mécanique. Deuxième élément, c'est ce qui comporte moins d'exposition pour un corps peut être fatal pour un autre corps. Cela dépend du corps qui est exposé. La troisième raison, certaines formes d'exposition peuvent même être privilégiées, notamment dans le domaine du sport, par exemple, du travail. Les joueurs avec une malformation du type Ginevra sont de bons dribbleurs, ils sont plus précis, c'est le cas par exemple du prodige argentin Lionel Messi, alors que les joueurs avec un ginivalgus sont plus forts comme le Cristiano Ronaldo. On va exposer d'une certaine manière certaines parties de l'os pour le déformer et obtenir une sorte de performance tout en calculant un certain risque. La même chose en haltérophilie, on expose l'os pendant des mois voire des années pour qu'il puisse résister à des charges excessivement importantes. La quatrième raison, c'est qu'on ne peut pas parler d'exposition sans définir un seuil d'adaptation. Un seuil d'adaptation permet effectivement de définir les limites de ce qu'un corps peut supporter. Il ne s'agit pas de faire porter une charge de 200 kg et appeler cela une exposition. Ici, on parlera plutôt de comportement suicidaire. La cinquième raison, c'est que seul un équilibre entre un comportement et son antagoniste rend une exposition moins dangereuse. Puisqu'on est dans la médecine de sport, on aime bien donner des exemples dans ce domaine. Parcourir par exemple une distance de 100 km en marchant et sans répit est totalement différent si on parcourait cette même distance avec une dizaine de périodes de une trentaine de minutes chacune. Et ça change aussi si vous parcourez 40 km à pied selon les modalités de ce parcours. Vous devez savoir que la marche à pied dégrade plus que la course. L'équilibre entre un comportement et son antagoniste n'est pas figé, même si l'os d'un sujet de 40 ans est sensiblement proche de l'os d'un sujet de 70 ans, il sera en effet moins résistant. Le capital cellulaire a tendance à se raréfier avec l'âge. L'atteinte donc d'un équilibre entre les différents types d'exposition est une notion individuelle et il dépend de certains éléments. Le premier, c'est qu'il dépend des paramètres biométriques du squelette. Si l'os est épais et court, il peut supporter pendant une période longue l'exposition et l'exposition inverse. Tandis que si votre os est fin et long, vous devez être plus vigilant face à des expositions longues. Ce sont des lois de la matière. Alors,
cet équilibre dépend aussi de la notion d'entraînement. La notion d'entraînement est importante pour déterminer le moment où vous pouvez exercer une activité à son niveau maximal. Pour supporter une charge lourde, par exemple de 100 kg, vous devez vous entraîner à supporter des charges plus légères et en augmentant par palier jusqu'à atteindre cette limite des 100 kg. Ça ne marchera pas et ça ne marchera certainement pas si vous tentez de porter cette charge du premier coup. Votre os ne supportera pas cette charge. Il ne sera pas assez dur. Alors, il dépend aussi de ces deux éléments conjugués. Dans certains domaines de la santé, notamment la santé au travail, parce qu'ils vont permettre de déterminer qui est plus à effectuer une tâche que d'autres. Ils permettent également de vous préparer à certaines échéances dans le domaine du sport et de fixer les limites maximales et le moment pour atteindre ces limites. Ces limites qui déterminent la performance et l'exploit. Mais après, il faudra relâcher. Vous ne pouvez maintenir ce durcissement pendant longtemps parce que l'os va en subir les conséquences. Vous courez obligatoirement vers des complications. Et tous les sportifs, il faut le rappeler, tous les sportifs finissent de façon prématurée, par arrêter parce que ces notions n'ont jamais été prises en considération. Et c'est le même cas pour les travailleurs. La seule différence, c'est que chez le sportif, cette situation n'optimise pas une activité accélérée. Cet équilibre est malheureusement très instable quand vous traînez des problèmes géométriques que vous devez régler et qui extrêmement difficiles à gérer. Ce problème géométrique est synonyme d'anormalité parce qu'il est incompatible avec, premièrement, une activité sous appui. Je parle ici de la station debout, de la marche et de la course. Il est incompatible avec une activité en célérité élevée. C'est dans le sport, par exemple, le sprint, le pédalage dans la course à vélo et même dans la natation rapide. Ces problèmes géométriques sont aussi incompatibles avec une activité soutenue et même avec certaines positions telles que la position accroupie, comme c'est le cas chez les conducteurs auto. Donc, nous le savons maintenant qu'une maladie est le fruit d'un écart géométrique et il y a plusieurs possibilités pour obtenir des écarts géométriques. Dans cet exercice, nous allons vous poser quelques situations réelles pour tester quelques types d'expositions. Et nous rappelons qu'une exposition s'effectue suivant deux paramètres, deux éléments: la durée et l'intensité. Dans cet exercice, donc, nous allons modifier le paramètre d'exposition à tester ainsi que les paramètres individuels dont nous avons parlé précédemment. Première situation, parfait. Sujet de 40 ans, ça veut dire que ce n'est pas un enfant, donc il possède le tissu osseux d'un adulte. C'est un sujet bien entraîné, c'est-à-dire qu'on le soumet progressivement à l'exposition. Et puis, ce sujet n'a jamais séjourné dans l'espace, il n'a pas d'activité aquatique intense, et en plus, il n'a pas été victime, il n'a pas été exposé aux radiations ionisantes. Les paramètres biométriques de ce sujet sont 85 kg pour une taille de 1,75 m, avec très peu de tissu adipeux. Alors ce sujet, on va le soumettre à une exposition de 60 kg pendant une distance de 500 mètres sur un terrain plat, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de pente.
Dans tout cet exercice, on prend la même personne, mais on modifie un paramètre par test. Alors, nous estimons dans ce cas précis que ce profil correspond à une adaptation minimum. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour ce profil, une charge maximale de 60 kg à transporter pendant 500 mètres sans pente sur terrain plat, ce sujet qui a été exposé à cette situation avec ces paramètres devrait accomplir cette tâche sans aucun problème. Il va présenter toutefois une légère augmentation du rythme cardiaque, une tachycardie modérée, et cette tachycardie va disparaître immédiatement à l'arrêt de l'exercice. Ce sujet peut se réveiller le lendemain avec quelques courbatures et qui vont disparaître au bout de 24 heures sans aucune mesure. On peut donc conclure que ce sujet a été exposé à un facteur à la limite de son adaptation. Si on réduisait cette exposition de moins de 10% à peu près, le sujet présenterait aucun signe, même pas de courbature. Donc, après ce premier cas, on passe au deuxième cas. On va garder les mêmes paramètres identiques, sauf un. On va modifier les paramètres biométriques. Alors, chez ce même sujet, on va modifier la taille et le poids. On va prendre, à titre d'exemple, un poids de 80 kg au lieu de 85 et une taille de 1,90 m au lieu de 1,85 m. Ça veut dire quoi? Tout simplement, on a choisi un sujet qui est un peu plus fin et un peu plus long. Voilà, c'est bien. On a fait réaliser cet exercice pour cette personne. Les résultats, ils sont extrêmement différents. Le sujet, au cours de cet exercice, il a présenté un malaise, il a présenté des nausées, une polypnée, deux vomissements, un mal de dos, et les 5 jours qui ont suivi cette tâche, une angine, de la fièvre, des céphalées, des courbatures qui ont persisté pendant la semaine. Vous voyez déjà la différence. Les paramètres du sujet, je parle des paramètres biométriques du sujet A, sont plus adaptés à cette tâche que ceux du sujet B. Les paramètres biométriques du sujet B sont moins compatibles avec le port de charge lourde et sont plus faits pour l'endurance. Voilà un troisième exemple. On aurait changé d'activité, on aurait tout à fait l'inverse. Par exemple, si on demandait aux deux sujets de parcourir une distance de 10 km en moins de 30 minutes, les éléments B seraient plus performants et plus capables de réaliser cette nouvelle activité. Donc voilà, c'est le deuxième cas. On passe à la troisième situation. On prend le même sujet qui a effectué un séjour ces 3 derniers mois en dehors de l'atmosphère terrestre, où on le soumet à la même exposition, à savoir un transport d'une charge de 50 kg sur une distance de 500 mètres sur terrain plat. Alors, ce patient se retrouve à la fin de cette tâche avec des complications cardiaques sérieuses, une acidocitose diabétique inaugurale, alors qu'il n'était même pas diabétique, et des chiffres de tension artérielle très supérieurs à la normale. Les signes cliniques qu'on avait retrouvés dans le premier exercice, dans la première partie de l'exercice, sont beaucoup plus intenses, des céphalées, des courbatures, et le sujet est resté hospitalisé pendant quelques semaines. Pour vous illustrer cette situation, observez ces 3 châteaux. En jaune, vous avez un château de sable.
au milieu un château de terre et en noir un château de fer. L'os du sujet ayant séjourné en dehors de l'atmosphère est friable, il ne peut pas supporter la pression à la station debout de la marche et en plus, il est en cas d'exposition à une charge de 50 kg supplémentaire. Ce sujet ayant séjourné dans l'espace ressemble à ce château de sable, il lui faudrait entre 3 à 6 mois d'appui progressif en fonction du séjour dans l'espace pour durcir son os. On passe à la quatrième situation. On prend le même sujet avec les mêmes paramètres, sauf un paramètre. On va modifier. Et mieux encore, on ne va pas modifier les paramètres géométriques, on va juste modifier un seul paramètre géométrique. On va modifier ce qu'on appelle l'angle cervico-diaphysaire. C'est cet angle qui se trouve entre la tête fémorale et la diaphyse fémorale. On l'appelle l'angle cervico-diaphysaire. On sait que cet angle, chez les sujets normaux, se situe aux alentours de 127 degrés. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va l'ouvrir soit au-delà de 135 degrés, soit on va le fermer en deçà de 120 degrés. Ce sujet, comme les précédents, a été soumis à cette exposition de 50 kg pendant une distance de 500 mètres sur un terrain qui ne présente pas de pente. À la fin de cette séance, des signes vont apparaître et l'intensité des signes dépend de la valeur de cet angle. Plus cet angle est fermé ou plus cet angle est ouvert, plus les signes seront intenses. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces signes apparaissent au début de l'exercice, ils peuvent empêcher le sujet de finir cet exercice. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'en théorie géométrique, il n'y a jamais de modification d'un seul paramètre, c'est une altération en chaîne des paramètres géométriques du squelette. C'est comme si vous prenez, voici par exemple un château de terre, c'est comme si vous prenez un château qui est droit et un château incliné et vous essayez d'exercer une pression verticale sur les deux châteaux. Le château qui est incliné va subir des conséquences beaucoup plus importantes que le château qui est horizontal. Bref, toutes ces notions vont vous paraître difficiles, voire compliquées à comprendre, mais ce n'est pas le cas. Ils sont extrêmement importantes, mais aussi tellement simples, tellement banales, et ils sont anodines. Nous essayons simplement de soustraire des éléments de langage que vous observez chaque jour. Je reprends pour plus de précision cet exemple. Voici 3 châteaux identiques sur tous les domaines, sauf un. En jaune, c'est un château de sable. Au milieu, c'est un château de terre. Et à droite, c'est un château de fer, en noir. Vous imaginez qu'en posant une charge d'une centaine de kilogrammes, le résultat est totalement différent d'un bâtiment à un autre. L'os est fait de l'une des 3 manières. On ne le ressent pas, mais en fait, il est construit de cette manière. Mais sur la réalité, un os ne pourra jamais être aussi dur que le fer et ne pourra jamais être aussi mou que le sable. Mais nous schématisons pour faciliter la compréhension. L'état d'un os est situé loin du fer et loin du sable, mais entre les deux, selon ce que vous faites de votre squelette ou ce que vous désirez en faire à l'avenir. Si vous désirez soulever la muraille de Pékin pendant quelques secondes, vous pouvez le faire, vous pouvez accepter de tenter ce défi, mais vous devez au préalable solidifier progressivement votre os à la manière de ces maisons traditionnelles marocaines. Mais alors, attention, cet os qui est extrêmement durci ne produira plus de sang et il sera décalé des tissus
mou qu'il va déchirer petit à petit, comme sur cette image. Ce malade présente exactement ces phénomènes, une anémie, un déchiquetement des tissus satellites, quel que soit le nom que vous pouvez leur accorder. Si maintenant, à l'inverse, vous désirez maintenir votre os plus vivant que le souhaitable, donc mou, comme chez les astronautes dans l'espace ou comme ce château de sable, comme cette personne qui subit une radiation ionisante, comme Tchernobyl par exemple, cet os ne va pas vous servir à grand chose, ni marcher, ni courir, et à chaque fois que vous tenterez un mouvement en gravitation, il devient une véritable problématique parce qu'il va se casser. Les accidents graves peuvent survenir pour peu de choses. La situation intermédiaire est la même parce que c'est un os assez dur pour supporter votre poids, quand ce poids ne dépasse pas les 70 kg. Pendant quelques heures, nous pouvons estimer entre 1 et 3 heures par jour maximum, pour des paramètres, comme je vous dis, de 60 kg à 1,75 m. Et bien sûr, en absence de toute anomalie géométrique. Et en plus, qui est normalement entraîné. Un os assez mou pour continuer à suivre la progression des tissus mous et pour maintenir une production optimale du sang et un bon acheminement. En fin de compte, on n'a pas totalement répondu à cette question sur qu'est-ce qu'une exposition. Oui, nous pouvons déjà avoir une réponse. Une exposition, c'est tout ce qui permet de produire des écarts géométriques. Après tout ce que nous avons vu, il semblerait qu'une exposition est une notion variable et non figée, et qui est personnelle et personnalisable. Il varie avec la viabilité de l'os, avec cette notion d'entraînement et la notion d'âge osseux. Il dépend de vos paramètres biométriques, os court, os long, os épais, os fin. Et pour finir, cette exposition n'est pas tolérée par les problèmes géométriques. Une exposition vue de cette manière correspond à tout ce qui modifie le sens des pressions exercées sur l'os de façon asymétrique dans le sens de la longueur des lamelles osseuses. Il peut être mesuré dans le temps et dans l'intensité, mais encore il dépend du terrain sur lequel on agit. Ce que nous voulons préciser justement, c'est que dans les anomalies géométriques, les lamelles osseuses ne sont pas verticales, ne sont pas droites, ils sont tortueuses, pliées, sans oublier qu'il peut exister des zones de fragilité, des zones de cassure au niveau de l'os. Donc, toute pression, même s'il est dans le sens global de l'os, peut exposer l'os dangereusement. Après tout ce que nous avons vu, il semblerait qu'une exposition est une notion variable et non figée. C'est une notion qui est personnalisable et personnelle, et il varie avec la qualité de l'os. Cette notion de l'âge osseux et d'entraînement, il dépend de vos paramètres biométriques, l'épaisseur et la longueur. Et pour finir, cette exposition n'est pas tolérée quand il y a des problèmes géométriques. Donc, l'exposition, finalement, correspond à tout ce qui modifie le sens des pressions exercées sur l'os, c'est-à-dire sur les lamelles osseuses. Il peut être mesuré en temps et en intensité, mais encore il dépend du terrain sur lequel on agit. Ce que nous voulons préciser justement, c'est
Dans les anomalies géométriques, les lamelles osseuses ne sont pas droites. Elles sont tortueuses, pliées, sans oublier qu'il existe certaines zones de fragilité, de cassure. Donc, toute pression, même quand elle est exercée dans le sens de la longueur de l'os, pose des problèmes en cas d'anomalie géométrique. Alors, les phénomènes qui modifient le sens des pressions sont, à titre d'exemple, je ne veux pas citer tous les exemples, mais quelques-uns. La station debout. Quand il y a des anomalies géométriques, la station debout expose l'os parce que les pressions ne sont pas dans la longueur des lamelles osseuses. La position couchée sur une surface molle, les stations assises sur la chaise, surtout quand il y a des problèmes géométriques, le port de vêtements serrés au niveau de la ceinture, les températures froides, très froides, au préalable si vous avez des problèmes géométriques. Alors, tous ces éléments dont on vient de parler ont un impact qui dépend aussi de vos paramètres biométriques, la notion d'épaisseur et de longueur, et de la qualité de votre os. Si vous avez un os friable, eh bien, ces éléments vont avoir un impact négatif. Si vous avez un os qui est suffisamment solide, eh bien, votre os, ou bien homogène, eh bien, votre os ne subira pas beaucoup de conséquences. Alors, nous essayons évidemment de caricaturer un petit peu pour faire passer le message, mais c'est la réalité. Certains produits de marché font cet effet et il faut s'en méfier. Je parle ici de certains matelas de mauvaise qualité. Voilà, cet épisode sur l'exposition est terminé. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous expliquer sa signification et son intérêt. N'hésitez pas à revoir la vidéo dans son intégralité, c'est très important. Avec cet épisode sur l'exposition, on a presque fini cette première saison sur la théorie géométrique. Il reste les deux exceptions, les étages géométriques qui évoluent spontanément et les étages géométriques réversibles. Cette vidéo est aussi importante parce qu'il explique que vous pouvez dans certains cas être malade sans aucune exposition. Avant de commencer la saison 2, j'aborderai rapidement en 2 voire 3 vidéos les 30 fondements de la théorie géométrique. Je vais les passer rapidement. Et puis, beaucoup de pays disent avoir aujourd'hui prétendent être sortis de ce qu'on appelle la pandémie du Covid-19. Et j'ai reçu plein de questions sur le sujet, sur les virus, même en dehors de la chaîne. Jean, est-ce qu'il est possible d'expliquer la pandémie virale du Covid-19 par autre chose que ce qui est dit actuellement? J'ai eu même des questions qui sont beaucoup plus directes. Est-ce que les virus existent? La théorie du complot, si vous voulez. Pour être franc avec vous, il y a plus de 4 ans, bien avant la pandémie du Covid-19, j'avais déjà beaucoup d'éléments de réponse, des éléments du point de vue géométrique, bien entendu, et j'ai fait une petite réflexion dernièrement, et ce serait mon cadeau de cette fin de saison. Alors voilà, bonne vidéo, et surtout, si cette vidéo vous a plu, signalez-le, mettez un petit pouce et abonnez-vous pour nous soutenir. Et à la prochaine vidéo.